Bonsoir et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Nous sommes le 13e État à avoir ratifié le traité budgétaire européen. Avec le vote favorable au Sénat, la France, comme d'autres pays en Europe, s'attachera donc, c'est écrit noir sur blanc, à maîtriser ses finances publiques et à ne pas dépasser un déficit structurel. Pour la gauche de la gauche, c'est la voie de la récession. De son côté, le gouvernement, soulagé de tourner cette page européenne, promet et espère le retour de la croissance. François Hollande en déplacement en Afrique subsaharienne. Dès demain, il se rendra au Sénégal avant de rejoindre le sommet de la francophonie à Kinshasa. À Dakar, le discours du président est très attendu, 5 ans après la polémique suscitée par Nicolas Sarkozy qui avait notamment affirmé, je cite, que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. Les mots de François Hollande seront pesés par son auditoire. Alors, comment a-t-il préparé son déplacement en terre africaine? Élément de réponse ce soir avec Stéphane Rosès. Et pendant ce temps, l'ancien président de la République donne ce soir sa première conférence privée à New York. Loin des caméras, Nicolas Sarkozy parle d'économie mondiale devant quelques 400 personnes invitées au luxueux hôtel de Manhattan sur Park Avenue. Plus d'éléments dans le tour de l'info tout à l'heure. Voilà pour les titres. Merci d'être notre compagnie. Et on débute ce journal par ces gestes de soutien venus du monde entier pour Malala. Malala, c'est cette jeune militante pakistanaise de 14 ans, visée à la tête par des tirs talibans. L'adolescente s'était fait connaître cette année en dénonçant sur un blog les violences commises par les talibans. Son état de santé ce soir est décrit comme stable par les chirurgiens qui restent toutefois très prudents à cause d'éventuelles complications qui pourraient survenir. Et cette agression dénoncée de par le monde intervient le jour où l'on célèbre la journée de la fille. Cette manifestation vise essentiellement à protéger les droits des jeunes filles dans le monde. À Paris, une fresque en leur honneur a été dévoilée. C'est aussi l'occasion de rappeler toutes les discriminations auxquelles font face les filles. Et cette année, la lutte est axée sur les mariages précoces. Et puis dans l'actualité, comme à l'Assemblée nationale, le gouvernement souhaitait une large majorité au Sénat pour le vote sur le traité budgétaire européen. Eh bien la majorité est là, le texte sans surprise a été adopté tout à l'heure, mais sans surprise aussi, il l'a été avec les voix de la droite. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Pour l'adoption 306, contre 32, le Sénat a donc adopté le projet de loi. Sans surprise, le traité budgétaire européen est adopté, mais avec une gauche très divisée, le gouvernement a eu besoin des voix de droite. La faute aux 20 élus du groupe communiste, à 5 sénateurs écologistes, à une poignée de voix de droite et à 3 nonistes socialistes. Les 3 irréductibles convaincus qu'il faut réorienter beaucoup plus fortement. Déçus parce que j'ai pas convaincu, mais l'histoire ne s'arrête pas, le combat continue. Je crains d'ailleurs que l'histoire nous rattrape assez vite. Il aura donc manqué une dizaine de voix de gauche pour avoir une majorité sans l'appui de l'opposition. Si le traité était une priorité pour le gouvernement, le ministre délégué aux Affaires européennes préfère se projeter vers l'avenir. Cette ratification, c'est une étape dans un chemin européen qui va nous mobiliser pendant tout le quinquennat. La politique européenne, c'est un défi par jour et lorsque l'on vient de franchir une étape, il faut penser aux autres, se projeter. C'est ce que je vais essayer de faire. Se projeter mais aussi rassurer, car pour certains réticents, c'est un peu des pouvoirs du Sénat qui ont disparu avec ce vote. C'est un suicide assisté dans une sorte d'indifférence molle. Il ne restera pas grand-chose, croyez-moi, des prérogatives du Parlement en matière budgétaire, par conséquent, de son droit d'initiative. Reste désormais au Sénat à adopter la loi organique à la fin du mois qui mettra en œuvre la fameuse règle d'or. Le paquet européen jugé crucial par François Hollande sera alors complet. La fronde des maires hostiles au mariage homosexuel s'organise 3 semaines avant la présentation au Conseil des ministres du texte ouvrant aux homosexuels le droit au mariage. Des élus, essentiellement de droite, hostiles au projet, s'organisent avec notamment le lancement, vous allez le voir, d'une consultation de grande ampleur et également d'une pétition. Les détails avec Cécile Sixou. Ils disent non, 1 millier de maires de droite mais aussi de gauche refuseront d'unir des couples de même sexe si la loi sur le mariage homosexuel est adoptée. Jean Bizet, maire de Tilleul dans la Manche, fait partie des frondeurs. Le projet est trop éloigné de ses convictions, alors même si la loi l'y oblige, il ne célébrera pas d'union.
Moi, j'exercerai d'une manière ou d'une autre mon droit de retrait. Je serai complètement hors la loi et je l'assumerai d'une façon ou d'une autre, mais je refuserai. Effectivement, un maire n'a pas le droit de refuser d'unir deux personnes, sauf en cas de polygamie, de mariage blanc ou encore si l'un des deux époux n'a pas de papier conforme. D'autres élus pourtant opposés au projet sont résignés à s'y soumettre. Je pense qu'il faut être très prudent parce que, encore une fois, le maire n'est pas simplement le représentant de la collectivité, il est le représentant de l'État et donc il est chargé d'appliquer la loi. Et la loi, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, malheureusement, on est quand même tenu par un certain nombre de règles. Pour éviter de célébrer ces unions, les maires pourront toujours trouver des alternatives, comme demander à leurs adjoints, mais à force de refus, ils risquent des sanctions. Je serais de ceux qui pourraient aussi saisir le préfet pour que la loi républicaine soit appliquée en tout point du territoire. La loi est la loi, tout le monde doit la respecter, encore plus un premier magistrat dans sa ville. Les maires soucieux d'appliquer la loi, c'est en tout cas ce qu'espère le gouvernement qui examinera le projet le 31 octobre prochain. Et parmi ces maires hostiles au projet, le sénateur maire UMP de Béziers, Raymond Couder, estime dans une interview sur notre site publicsénat.fr que le mariage homosexuel est, je cite, une déviance de la société. Dans l'actualité économique à présent, la taxe foncière réglée par les propriétaires a flambé ces dernières années, une hausse de plus de 20%. L'argent va directement aux départements et aux communes qui mettent de leur côté en avant des dépenses de plus en plus nombreuses. On voit tout cela avec Flora Sauvage. Plus 68% à Paris, plus 30% à Nantes, la taxe foncière a flambé en 5 ans. Pour certains propriétaires, elle représente l'équivalent d'un loyer annuel. On peut parler de flambée dans la mesure où la taxe foncière a augmenté pratiquement de 21% sur 5 ans, entre 2006 et 2011, sachant que l'inflation sur ces années-là, c'est à peu près 8%. Cette hausse est due à des besoins financiers de plus en plus importants pour les collectivités locales. Le budget des départements a pâti de la disparition de la taxe professionnelle qui représentait la moitié de leurs recettes, sans compter des dépenses sociales qui augmentent avec le RSA et l'aide personnalisée d'autonomie. Comment fait un département qui maintenant n'a plus qu'un seul impôt, qui connaît des dépenses obligatoires qui sont en explosion et une diminution des dotations? Fin 2011, sur l'ensemble du territoire, le taux d'imposition foncier annuel s'élevait à 35%, un chiffre qui risque de continuer à augmenter. Et sur le plateau du 22h, notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Et Stéphane Rossès, bonsoir Stéphane. Bonsoir président Sonia. de CAP et professeur à Sciences Po. Commençons Jean-Louis par l'analyse économique. Et ce chiffre, 20% pour la taxe foncière, c'est une flambée, c'est un record. C'est un record, c'est sans doute l'impôt qui a le plus augmenté en France ces dernières années. J'ajouterai à ce qui vient d'être dit par Flora Sauvage simplement que la crise financière a aussi accéléré la montée de la taxe parce que les communes, départements ayant des problèmes pour accéder au crédit, les banques ne faisant plus crédit, elles sont allées trouver dans l'impôt ce dont elles avaient besoin. Cela dit, la taxe foncière, dans l'ensemble des prélèvements fiscaux des Français, c'est relativement peu, c'est à peu près 3% des prélèvements fiscaux totaux. Mais c'est vrai, c'est ce qui a augmenté le plus, 20-21%. L'ensemble des impôts ont augmenté de l'ordre de 13% au cours des 5 dernières années, plus vite aussi que l'inflation. Et si vous regardez l'évolution du déficit public en France, en 2009, lorsqu'il atteint son maximum, c'est-à-dire 7,5% du PIB. Maintenant, en 2013, on espère atteindre 3% du PIB. C'est-à-dire qu'on va gagner 4,5% de PIB, de produit intérieur brut. Eh bien, dans ces 4,5%, en réalité, il y a 4% qui viennent de l'impôt. C'est-à-dire que la baisse du déficit en France depuis l'année 2009, c'est plus de 90% grâce aux 11 d'impôts, le reste à la baisse de la dépense publique. Donc c'est vraiment le système auquel on recourt le plus facilement, qu'on soit un département, une commune ou bien tout simplement un État. Et Jean-Louis, pour les prochaines années, pour l'avenir, est-ce que ça veut dire que c'est un quinquennat d'impôts ? Alors, ça a des chances. Pourquoi? D'ailleurs, pour le moment, si on se tient... Je ne sais pas si c'est une chance. C'est une probabilité. Une probabilité. Si on regarde le prélèvement fiscal qui aura lieu à la fin 2013, en gros, on est dans ce qu'avait dit M. Hollande lors de sa campagne
électorale. On reste à 43,9% de prélèvement. C'est en gros ce qu'il avait dit qu'il ferait. Donc on n'a pas particulièrement de surprise. Seulement le problème qui est comment est-ce qu'il va atteindre ces 3%, comment il va arriver à l'équilibre budgétaire à la fin de son mandat alors que la croissance est en train de s'évaporer. Le système qu'avait choisi M. Sarkozy, qui s'est heurté de manière moins grave à ce que risque de se heurter François Hollande dans les années qui viennent, c'est le prélèvement fiscal, on vient de le dire. Mais aussi, il a réussi à augmenter une foultitude de petites taxes qui n'avaient l'air de rien. Les taxes sur les nuitées d'hôtel, les taxes sur les mutuelles, les taxes sur les boissons sucrées. Il y en a comme ça. Il en a créé à peu près 20, 25 au cours de son quinquennat, ce qui fait que de ces multitudes de taxes, on en a à peu près 200 en France. Alors déjà, le Parlement donc, qui s'est saisi du budget 2013 a déjà commencé, non seulement les hausses d'impôts, les 20 milliards qui sont prévus dans le projet de loi du gouvernement, a commencé à inventer lui aussi des nouvelles taxes. Par exemple, il a proposé l'augmentation de la taxe sur les œuvres d'art, il propose l'augmentation des taxes sur les transactions immobilières de plus d'1 million d'euros. En gros, il a inventé, rien que dans la journée d'aujourd'hui et d'hier, 4 taxes nouvelles, dont certaines seront peut-être refusées par le gouvernement, mais 4 taxes nouvelles. Et donc on est entré dans le rythme de M. Sarkozy, 4 petites taxes chaque année au cours d'un quinquennat. C'est peut-être le régime que nous allons connaître, ce qui fait qu'à la fin du quinquennat, peut-être, allons-nous franchir le plafond des 1 000 milliards d'euros de prélèvements obligatoires en France, qui sera un record historique. Nous en reparlerons donc, Jean-Louis, forcément. Merci beaucoup pour votre analyse. Dans l'actualité politique à présent, François Hollande qui sera en déplacement en Afrique subsaharienne. Dès demain, il se rendra à Dakar avant de participer au sommet de la francophonie. C'est à Kinshasa. Et le discours du président à Dakar au Sénégal est très attendu. 5 ans après la polémique suscitée par Nicolas Sarkozy, qui avait notamment affirmé que, je cite, l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. Eh bien, les mots de François Hollande seront pesés, sous-pesés par son auditoire. Alors comment a-t-il préparé son déplacement en terre africaine? On en parle dans un instant avec Stéphane Rosès. Mais d'abord, je vous propose d'écouter un extrait de ce discours de l'ancien président prononcé le 26 juillet 2007 à Dakar. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Voilà, et ce passage du discours avait suscité une très vive polémique au Sénégal, dans de nombreux pays africains et aussi en France. François Hollande a prévenu ce soir dans une interview accordée à France 24, RFI et TV5 Monde que son objectif lors de ce déplacement en Afrique ne sera pas d'effacer ce discours des mémoires. On l'écoute. Je ne viens pas faire un discours pour effacer un précédent. Je viens prononcer un discours pour écrire avec l'Afrique une nouvelle page. Parce que la France et l'Afrique ont des relations historiques. Et nous avons à la fois une reconnaissance par rapport à l'Afrique, ce qu'elle nous a apporté, puis aussi des fautes qui doivent être rappelées, ce qu'a été la colonisation et avant ce qu'a été la traite négrière. Stéphane Rosès, on l'a compris, l'objectif de François Hollande, ce sera de se différencier? Oui, un peu par la force des choses, c'est au même endroit et effectivement le discours de Dakar qui avait été écrit par Henri Guénaud avait suscité polémique. Donc François Hollande dit, on le comprend, qu'il ne veut pas se positionner par rapport à Nicolas Sarkozy, qu'il vient porter la voix de la France, qu'il veut un partenariat équilibré avec les pays africains, qu'il veut respecter les Africains, qu'il veut être lucide sur le passé colonial, qu'il veut faire un éloge de la jeunesse africaine. De facto, évidemment, son discours va être comparé. Mais en fait, là n'est pas le sujet essentiel. Là où François Hollande va être jugé, c'est pas sur des prises de position historiques, anthropologiques, idéologiques. C'est sur sa capacité à résister au réseau de la France-Afrique. Dernier exemple en date, Jean-Marie Bockel, en janvier 2008, dit qu'il veut signer l'acte de décès de la France-Afrique. 3 mois après,
on le change de poste. Et sans doute que quand il avait indiqué cet acte de décès, l'Élysée devait être au courant, au moins. C'est dire la force de ces réseaux. Et puis, ce sera un et un. Vous vous souvenez que Jean-Pierre Cotte, qui avait affiché la même ambition courageuse que Jean-Marie Bockel, avait lui-même été débarqué par François Mitterrand. Donc François Hollande ne sera pas comparé essentiellement sur des textes, il sera comparé concrètement pour que la réalité soit à la hauteur des principes, tant il est vrai que depuis le début des années 60, ce sont les affaires, la politique et souvent l'affairisme qui ont prévalu. Et Stéphane, quels sont les enjeux de ce déplacement? Alors les enjeux sont importants, ce sont évidemment, vous l'avez dit, 14e sommet de la francophonie, la France pèse culturellement dans cette région. Il y a un deuxième enjeu qui est un enjeu démocratique. François Hollande a fait l'éloge, par exemple, du Sénégal. Et dès maintenant, il a sorti un carton rouge sur le Congo, qui a réagi de façon un tout petit peu verte. Et puis, derrière la question du Sénégal et de la démocratie, c'est l'inquiétude sur la situation au Mali. Donc, il faut aider, évidemment, le Sénégal. Et puis, il y a un enjeu économique. Je parle sous le regard de notre expert. L'Afrique, ça va être une puissance montante dans la mondialisation et les Chinois sont très présents économiquement en Afrique. Et même d'un certain point de vue, par exemple, les Brésiliens, qui est une puissance montante et qui, comme la France, a des colonies lusophones avec un pays très émergent potentiellement, qui est par exemple l'Angola. Donc vous le voyez, ce sont des enjeux qui sont des enjeux culturels, de soft power, des enjeux démocratiques et puis des enjeux économiques tout à fait réels. C'est ça le fond de l'affaire, au-delà évidemment des questions idéologiques. Merci beaucoup Stéphane Rosès, et voilà donc pour ce déplacement qui débutera demain de François Hollande. Dans l'actualité, la suite du 22h et la tension entre la Syrie et la Turquie qui s'est encore manifestée aujourd'hui, non pas par des bombardements comme ces derniers jours, mais par l'interception d'un avion de ligne syrien. Cet avion, effectuant la liaison Moscou-Damas, a été forcé à se poser à Ankara pour vérifier une cargaison suspecte. Le Premier ministre turc Erdogan affirme qu'il s'agit de munitions pour la Syrie. À l'instant, on le voit sur la dépêche AFP, la Syrie dément ces affirmations et plus généralement, ces tensions interviennent alors que l'issue au conflit syrien est toujours aussi improbable après le rejet par Damas d'un cessez-le-feu réclamé par l'ONU. Les problèmes liés au sort des réfugiés, vous allez le voir, se font de plus en plus pressants, comme l'ont rappelé les différents ambassadeurs de la région qui sont venus s'exprimer devant le Sénat français. On voit tout cela avec Nathalie Guilloire. Nous ne sommes pas à l'ONU mais au Sénat. Et derrière cette porte passent tour à tour depuis 2 jours plusieurs ambassadeurs concernés par le conflit syrien. Objectif, encourager une transition démocratique en Syrie. La diplomatie a échoué jusque-là, mais le représentant du Royaume-Uni ne baisse pas les bras. Pour nous, ça doit être la diplomatie, ça doit être la pression économique et politique, la diplomatie pour préparer l'opposition. Il y a bien sûr une opposition militaire dans le pays, ce n'est pas notre affaire. Nous cherchons une transition politique le plus rapidement possible. Pas d'armes donc pour l'opposition au régime de Bachar al-Assad, c'est aussi la position de la France. La situation des pays limitrophes est compliquée, la Jordanie est submergée depuis le début du conflit. 200 000 réfugiés syriens sont arrivés, une situation difficile à gérer. Nous n'avons pas les moyens, assez de moyens économiques, nous sommes un pays pauvre avec des moyens limités. Donc tout ça, nous avons le besoin de l'aide d'autres pays dans cette situation qui est difficile. Côté turc, la tension est palpable. Hier encore, la Turquie a intercepté une cargaison suspecte à bord d'un avion de ligne syrien. Le but, protéger la population car depuis le bombardement d'un village turc le 3 octobre, ce pays s'est radicalisé. La Turquie n'a pas l'intention de déclarer la guerre. On répond au coup. Donc en tout cas, par exemple, si on reçoit un coup, on riposte par 2 coups. C'est comme ça. Sortir du conflit est donc une nécessité politique et humanitaire, une priorité même selon le vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Tout le monde a le sentiment. Tout le monde a le sentiment, ils l'ont précisé les différents ambassadeurs que l'on a reçus, que naturellement le régime de Bachar el-Assad ne peut pas subsister. Déjà plus de 30 000 morts en 18 mois de conflit en Syrie, le départ de Bachar el-Assad reste la priorité. Et tout de suite, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Mounir Soussi.
Un naufrage judiciaire. Pour les avocats des victimes dans le procès des viols collectifs de Fontenay-sous-Bois, les condamnations ne sont pas à la hauteur. Sur les 10 hommes poursuivis 10 ans après les faits, 3 écopent d'une peine de prison ferme inférieure à 1 an, mais un seul ira en prison. Ce verdict a créé un malaise au sein du gouvernement. La ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, s'est émue de cette décision. Pour les associations féministes, ce verdict envoie un signal négatif aux femmes victimes d'agressions sexuelles. 5 jours après le démantèlement de la cellule islamiste, les enquêteurs découvrent que 2 suspects prévoyaient de se rendre en Syrie pour combattre. Aujourd'hui, 7 d'entre eux ont été présentés au juge antiterroriste. Dans un box appartenant à l'un des membres présumés du groupe, la police a trouvé des substances explosives qui témoignent d'un niveau d'organisation avancé rappelant les méthodes du GIA, responsable d'attentats meurtriers en France dans les années 90. En termes de dangerosité et de préparatifs, notamment au regard de tous les éléments qui devaient rentrer dans la composition de cet engin explosif improvisé, on n'avait pas d'exemple d'affaires de police judiciaire et d'affaires judiciaires en France de ce type depuis 1996. C'est une constatation, c'est pas une comparaison. Parallèlement, pour lutter contre l'endoctrinement et la radicalisation en prison, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, annonce la création de 15 postes d'imams dès cette année. Francis Delattre, élu UMP, mène la fronde des 26 sénateurs contre les manias des médias et Martin Bouygues est le premier dans le viseur. Leur proposition de loi vise directement le groupe propriétaire de TF1. Ils veulent limiter l'influence des entreprises qui, conjointement à leur activité audiovisuelle, bénéficient de grands contrats publics, comme Bouygues, en charge de projets de construction pour l'État. Après la rupture tranquille, Nicolas Sarkozy teste le retour discret, un pari perdu vu le nombre de caméras qui l'attendaient devant l'hôtel où il a donné sa première conférence. Invité et rémunéré par une banque brésilienne, l'ancien président s'est exprimé devant un parterre de 400 invités triés sur le volet. Il marche dans les pas de Bill Clinton, Tony Blair et de Dominique Strauss-Kahn, habitués de ce genre de prestations. Après Valérie Trierweiler, Patrick Devedjian poursuit lui aussi les auteurs de la biographie de la Première Dame. Il dépose plainte pour diffamation et atteinte à la vie privée. Dans La Frondeuse, Christophe Jacubizine et Alix Bouillaguet évoquent une relation intime entre la journaliste et l'homme politique au début des années 2000. Dans Le Canard enchaîné, c'est Ségolène Royal qui se saisit de l'ouvrage. Et selon Potus, il lui reste encore un peu de chemin avant de pacifier ses relations avec l'actuelle compagne du chef de l'État. On l'avait déjà souligné lors de la formation du gouvernement, Hollande héros, c'était en mai dernier. De nombreux ministres et proches du président de la République sont issus des rangs de l'ENA, l'École nationale d'administration, et en particulier d'une promotion, la promotion Voltaire. Il y a le ministre du Travail, Michel Sapin, le secrétaire général de la présidence, Pierre-René Lemas, le conseiller, Aquilino Morel et d'autres encore. Alors nous allons parler dans un instant d'un livre qui révèle les coulisses de cette école, la plus secrète de France, avec l'auteur du livre. Mais d'abord, le portrait de cette promotion arrivée au sommet de l'État. C'est avec Florence Maurice. Jamais les énarques n'ont été aussi puissants que depuis l'élection de François Hollande. Sur ses 8 plus proches collaborateurs, 6 ont fait l'ENA, comme Pierre-René Lemas, le secrétaire général de l'Élysée, ou encore Sylvie Hubac, sa directrice de cabinet. Tous deux sont même des anciens de la fameuse promotion Voltaire, dont est lui-même issu le président. Même constat du côté des ministères. Seulement 4 ministres ont fait l'ENA, mais c'est un véritable bataillon d'énarques qui a débarqué dans les cabinets. Et plus encore que leur nombre, c'est surtout leur rôle qui a changé. Ce qui est très important, c'est le regard que le politique porte sur les énarques. Nicolas Sarkozy et son entourage sont assez méfiants de la haute fonction publique de manière générale et des énarques en particulier. Donc, les énarques sont là pour gérer des problèmes techniques, mais on ne laisse pas envahir la sphère politique. François Hollande et le gouvernement actuel ont une vision totalement différente du rôle des énarques. On fait beaucoup plus confiance aux énarques. Et c'est peut-être là que le bas blesse. Formés pour apporter des solutions techniques, les énarques manqueraient de vision politique. Aux plus anciens, préfets, diplomates, ex-fonctionnaires de la Cour des comptes, on reproche leur morne orthodoxie et leur piètre connaissance du secteur privé. Quant aux énarques trentenaires, ils seraient prisonniers d'une formation trop académique et éloignés des réalités du pays. En clair, ils seraient habiles à gérer des dossiers, mais incapables de trancher.
Et notre invité, justement, c'est Olivier Saby. Bonsoir. Bonsoir, Sonia bienvenue. Mabrouk. Vous êtes l'auteur de ce livre, Promotion Uburois, mes 27 mois sur les bancs de l'ENA. Chez Flammarion, beaucoup d'articles de presse, beaucoup de ventes, j'imagine aussi. Vous racontez comment se passe la scolarité de l'intérieur, à l'intérieur de cette fabrique du pouvoir. À ma connaissance, il n'y a jamais eu avant de documents pour comprendre cette machine de l'intérieur. C'est le cas? Effectivement, il était impossible, si vous n'aviez pas fait l'ENA, de savoir comment ça se passait à l'intérieur. Pourquoi personne d'autre, aucun autre énarque ne l'a fait avant vous? Alors, comme me disent Vous êtes beaucoup le plus des anciens téméraire que je croise aujourd'hui et qui l'ont lu, ils me disent tout ce que tu dis dedans est vrai. En revanche, ça fait pas vraiment plaisir de le lire et ça se fait pas de le dire. Et je pense qu'effectivement, ça se fait de le dire, en fait, parce que c'est une école dont les Français connaissent l'existence, qui leur est chère. Et il me semble que l'École nationale d'administration, qui est l'école de la République, ne peut pas rester dans un entre-soi. Et je pense qu'on n'a rien à cacher, en fait. Alors, votre expérience à vous, qui est donc partagée par vos autres collègues, durant finalement ces 27 mois, vous allez de déconvenu en déconvenu, de surprise en surprise, et le mythe tombe assez vite. C'est l'histoire en fait de cette déception, alors qui est un petit peu drôle, mais qui fait rire jaune au bout d'un moment. C'est la découverte de ce triple vide qu'est l'ENA, un vide de la réflexion pédagogique, puisqu'on le voit à travers les anecdotes, les cours sont totalement ubuesques, l'enchaînement des cours est totalement ubuesque. Un vide de l'innovation pédagogique, puisqu'en permanence on nous répète que de toute façon ça a toujours été comme ça, et qu'il faut continuer ainsi. Vous dites on vous infantilise, vous avez vraiment l'impression de revenir à l'école maternelle, ça paraît compliqué, hein, j'étais noté sur 10 comme à l'école primaire, comme c'était la première fois que j'étais à nouveau noté sur 10. Le troisième vide, c'est un vide de la transmission, et je pense que c'est là le message le plus important du livre, un vide de la transmission, puisque lorsqu'on essaye de s'en ouvrir à notre direction, du fait que nous sommes des élèves en attente de formation et que nous n'avons pas cette formation que nous sommes en droit d'attendre pourtant, la direction ne nous reçoit pas. Lorsqu'on leur écrit, la direction ne nous lit pas, ou en tout cas elle ne nous dit pas ce qu'elle en a pensé. Et donc finalement c'est ça qui est le plus grave aujourd'hui, c'est que l'école de la République forme des jeunes administrateurs qui ont envie de comprendre les rouages de l'administration et qui sont appelés ensuite dans leur fonction à devoir innover, à réfléchir Olivier, au modèle. Quand on vous lit, on a l'impression que cette école ne forme pas des ambitieux, des audacieux, des courageux. C'est pas des créateurs, mais finalement presque des imitateurs. C'est ce que vous êtes devenu? J'espère que je ne suis pas devenu complètement. C'est ce que vous décrivez, finalement, il n'y a pas cette audace? C'est tout à fait ce que je décris, absolument pas de courage, puisque de toute façon, nous sommes notés sur le fait qu'on arrive à synthétiser des synthèses. Et lorsqu'on apprend à une classe d'administrateurs à faire des notes de notes, c'est pas comme ça qu'on leur apprend justement à réfléchir, à avoir des idées, à innover, Et à avoir malgré du tout, courage. vous êtes devenu ce que vous êtes devenu, c'est-à-dire un magistrat, vous êtes bien installé. Alors pourquoi, certains pourraient dire, pourquoi ce coup de pied de l'âne pour cette école, pour cette institution? Alors effectivement, aujourd'hui, je suis très heureux du travail que j'exerce. Pour autant, il me semble, après avoir vécu ce que j'ai vécu pendant les 27 mois, que je ne pouvais pas rester justement participer à cet entre-soi dont je parlais tout à l'heure et dont l'association des anciens élèves s'enorgueillit. Il me semble qu'il nous appartient, ça fait partie de nos devoirs de fonctionnaires que d'expliquer comment ça se passe à l'intérieur pour que tous ceux qui s'intéressent à la vie publique et à la formation des élites administratives puissent être au courant, et on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Alors vous avez évidemment gardé des contacts avec votre promotion, peut-être avec des professeurs, des responsables de l'ENA. Comment ont-ils reçu ce livre? Ils ne vous ont pas écrit? Tous m'ont dit la même chose, en fait. Ils m'ont appelé pour me dire enfin, ce document existe. Même ceux qui enseignent? Même ceux qui enseignent, parce qu'ils savent très bien que ce système est du grand n'importe quoi. Et même des gens de la direction de l'ENA m'ont dit, enfin, ça existe. En revanche, tu comprendras bien, vous comprendrez bien qu'on ne pourra pas dire publiquement qu'on vous soutient. Alors, c'est une femme qui est arrivée à la tête de la prestigieuse école. Et il y a un rapport interne, vous l'avez peut-être lu hier dans l'article du Figaro, qui fait état d'un machisme ordinaire, d'une discrimination positive en faveur des hommes, notamment lors du grand oral. C'est une réalité aussi. Effectivement, cet article a fait beaucoup rire les anciens élèves, parce que dire aujourd'hui que le défi pour la nouvelle directrice, c'est la parité et le machisme à l'ENA, si on en était là, ce serait bien. Le problème de l'ENA, c'est la formation, qui est totalement inexistante. Et c'est le problème aujourd'hui. Donc non, la priorité n'est pas la parité, c'est sûrement un des sujets dont la directrice, la nouvelle directrice, dont on attend beaucoup, se saisira. Mais il ne faut pas plaisanter, il y a des vrais enjeux de formation. Quel est le plus grand danger de l'ENA qui gâte l'ENA? Est-ce que c'est la reproduction des modèles, des élites? Est-ce que c'est tous les mêmes qui sortent, même s'ils arrivent au sommet de l'État? Je pense que le plus gros danger de l'ENA, c'est de mourir de son enfermement sur elle-même. Et c'est pour ça que les anciens élèves me remercient d'avoir écrit le livre, parce que peut-être que grâce à ce livre, et plus de gens le liront, plus l'ENA devra se saisir de ces questions-là, et plus l'ENA pourra continuer à vivre, puisque j'appelle pas à la suppression de l'ENA, mais je pense qu'en revanche, l'ENA à son réveil, vous dites à l'ENA,
Réveille-toi. Réveille-toi. C'est vraiment à lire parce qu'il y a aussi, il faut le dire, vraiment des anecdotes croustillantes. Une dernière question, Olivier Sabier. Votre fils ou votre fille, je ne sais pas si vous en avez, si un jour il vous dit « Papa, je veux faire l'ENA », qu'est-ce que vous lui dites? Surtout pas. Non, je pense qu'il faut faire l'ENA, mais ne pas rentrer dans ce système totalement ubuesque que je décris et arriver peu à peu à reconstruire la République qui en a bien besoin. Bon, vous lui donnerez donc le livre à lire avant. Merci en tous les cas d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est votre émission Déshabillons-les, autour ce soir de la campagne américaine et donc du duel Obama-Romney. Et moi, je vous dis belle soirée. À lundi, avec plaisir. I recognize that times have changed since I first spoke to this convention. Times have changed, and so have I. I'm no longer just a candidate. I'm the president. Contrairement à 2008, il n'est plus seulement le candidat. Est-ce pour ça que Barack Obama semble avoir plus de mal à trouver son ton, son style, face à un Mitt Romney finalement pas si mauvais, communiquant que ça? A-t-il fait les bons choix en renonçant à défendre son bilan dans un contexte de crise? Et quels sont les ressorts dont les deux candidats peuvent encore jouer dans cette campagne? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, Barack, le démocrate, et Mitt, le républicain. Avec nous, 4 invités. Thomas Negaroff, historien, spécialiste des États-Unis et auteur de ce livre, L'Amérique dans la peau, aux éditions Armand Collin. Philippe Lenchener, communicant de l'agence McCann, et non McCain, je précise. Vous connaissez bien les États-Unis et on compte sur vous pour nous dire ce que vous pensez de la stratégie du pancake et de celle du panier cadeau. Vous verrez dans quelques instants. Bruce Crumley, journaliste américain et correspondant à Paris du Time Magazine. Sylvie Laurent, politologue et spécialiste des États-Unis, nous rejoindra dans quelques instants. Mais tout de suite, on commence avec vous. Denis Bertrand, par un petit commentaire sur quelques images, parce que les campagnes, ce sont bien sûr des débats de fond, des questions économiques, mais aussi des petits détails, des attitudes qui contribuent souvent à forger l'image des candidats. Et sur ce point, on s'est rendu compte que Barack Obama avait quand même beaucoup changé. Un petit rappel, en 2008, il avait su marier harmonieusement le sérieux et puis aussi la décontraction. Alors, une petite image du Barack 2008, un petit pas de danse sur un plateau télé. Voilà, ça c'était avant le jeune et dynamique candidat démocrate qui faisait rêver les États-Unis avec son slogan notamment Yes We Can. Aujourd'hui, Barack Obama semble plus figé, plus crispé dans cette campagne. Fini les pas de danse, même s'il continue à aller dans les talk-shows avec sa femme Michelle et même s'il fait parfois encore des petites blagues. Un extrait. You brought your own lunch? Before we get started, Barbara has visited the White House often. Yes. And every time she goes, she says that she pilfers something. Right. So we decided that for her birthday, rather than her having to steal napkins, we would go ahead and just bring the stuff to her. So we've got... In addition to the paper napkins, which is what usually she takes, we've actually brought some cloth napkins as well. We've got White House M&Ms. Got a deck of Marine One playing cards. Some White House beer.
Voilà, le diable est dans les détails. Juste une petite réaction sur cette intervention de Barack Obama. C'est amusant parce qu'en fait, il fait un cadeau à l'animatrice, mais en même temps en expliquant que c'est parce qu'elle vole les serviettes en papier de la Maison Blanche, donc il la tacle quand même assez... je sais pas, caustiquement, on va dire, Denis Bertrand. Que pensez-vous de cette manière là de faire des cadeaux en taclant l'animatrice? Après, on verra si c'est le genre de Barack Obama. Ben moi, je suis sensible à l'effet comique, d'abord. L'effet comique qui repose même sur... si c'est au détriment d'une animatrice. Oui, c'est ça. Ben oui, mais au sein de l'effet comique, il y a la moquerie. Il y a donc la dérision de l'autre. Mais l'effet comique repose sur le circuit du cadeau, depuis le lieu le plus élevé du pouvoir, l'Olympe, pourrait-on dire. Oui, la Maison Blanche. La Maison Blanche et le caractère dérisoire des objets qui sont en circulation. Donc il y a, mais en même temps, il y a une petite théorie, je trouve, qui est intéressante à l'intérieur de ça, une théorie du don. Et là, au premier mode d'acquisition, les petits vols, les petites rapines des serviettes de la Maison Blanche, il oppose en grand seigneur le cadeau. Et il y a une sorte de leçon sur cet objet anthropologique qui est la circulation des objets de valeur. Et là, je crois que c'est quelque chose, en effet, de très, très intéressant. Parce que nous, on a réagi en voyant ça, parce qu'on s'est dit que c'était assez à l'image de Barack Obama, qui nous a quand même semblé être un spécialiste de l'humour vache. On se souvient que lorsqu'il félicite Nicolas Sarkozy pour la naissance de sa fille Julia, il espère qu'elle va ressembler à sa mère et pas à son père. Enfin, qui a quand même comme ça quelque chose d'assez récurrent dans sa manière d'envoyer des petits tacles. Alors, il y a deux... Bon, on va faire réagir d'abord l'américain, peut-être. Comment ça passe, ça, aux États-Unis? Et est-ce que ça vous paraît être un élément de son style? S'il est bien choisi, les vannes passent bien. C'est une forme d'humeur, de jouer presque avec son partenaire. Mais là, ce que je trouve, c'est ce qui est intéressant de cette affaire-là, c'est qu'on a l'impression de voir une comique qui prépare le chute, qui est une longue histoire, qui crée le blague, si on veut, et le chute est très très long à venir et c'est pas très drôle. C'est quoi la chute? C'est qu'elle voulait piquer les serviettes. Ah oui, voilà, qu'elle voulait piquer les serviettes. Donc je vais empêcher qu'elle pique mes trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est long à venir. Moi, je trouvais assez très très long, mais c'est à l'opposé en 2008, quand on voit le mec, il arrive, il ne prononce pas un mot, mais il commence à bouger et tout le monde a compris. Ah, c'est un jeune homme, c'est peut-être le premier homme noir à la Maison Blanche. Toutes les images, tous les messages passent tout de suite. Oui, c'est effectivement, je crois que ce qui est frappant entre les deux images, c'est la perte de spontanéité de Barack Obama, parce que là c'est forcément prévu, il y a des gens qui ont pris le panier, qui ont mis des trucs dedans, c'est pas lui qui l'a fait, on lui a écrit sa vanne. Effectivement, quand il danse, on dit tiens, c'est lui qui danse, il n'y a pas à discuter. Et c'est intéressant, je trouve, cette perte de spontanéité, parce que c'est ce qu'on lui reproche souvent. Sur son mode d'humour, effectivement, ça peut jouer contre lui. Je me souviens en 2008, quand il avait fait cette vanne pas très heureuse sur le bowling, quand il jouait mal, il dit je joue aussi mal que je pourrais faire les Paralympiques. Oui, scandale absolu. Non, mais il a un côté comme ça de distance, voilà. Même si l'humour est toujours un attendu essentiel pour être président des États-Unis. Ouais, voilà. Mais l'humour au détriment de qui? Un petit mot du communicant là-dessus, sur cet humour? Oui, comment dire, c'est technique tout ça, et c'est là où moi j'ai du mal à... Je crois que cet homme d'abord est moins cool qu'on le pense, n'a jamais été spontané de sa vie. Même quand il dansait en 2008. Mais non, parce que quand il danse, je vais vous expliquer. Aux États-Unis, on vous explique que toute représentation, quelle qu'elle soit, et même toute présentation dans un cadre de business, doit débuter par ce qu'on appelle une opening joke. C'est-à-dire que vous devez au départ, et c'est faire preuve d'un professionnalisme, faire une opening joke qui est censée attirer votre... pour qu'ils votre écoutent mieux voilà. votre propos. Et c'est pour ça que j'étais très pénible sensible au point que vous avez soulevé sur la chute, parce que la chute n'est pas dans le débat. La chute n'est pas prévue. Ce qui est prévu, c'est l'opening joke. Maintenant, d'un point de vue de stratégie de communication, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que toutes ces émissions ont à chaque fois comme cadre un public féminin très fort. Et ce sont des émissions destinées principalement aux femmes. Et donc là où il est fort, c'est qu'il sait que c'est 53% du corps électoral américain. Il sait que, et si vous regardez là en ce moment tous les artistes qui sont appelés à la rescousse, Nathalie Portman, Scarlett Johansson, Beyoncé, Alicia Keys, des femmes, et il a face à lui, il a Mitt Romney bien sûr, mais Ryan. Et Ryan, anti-avortement, anti-contraception, etc. Donc le cadre stratégique qui est celui-là, c'est les femmes. C'est les femmes. Et c'est en cela que le mouvement est brillantissime.
Alors justement, c'est les femmes, et il fait aussi jouer d'ailleurs, comme Mitt Romney, sa femme. Donc dans cette émission, on a vu l'opening joke. Après, la suite était assez sérieuse, faut bien dire. On parlait de politique étrangère, on parlait de beaucoup de choses. Puis il y a eu quand même les quelques questions personnelles, les fameuses questions personnelles qui permettent d'incarner le candidat. Je vous propose d'en regarder un extrait avec Barack Obama, qui n'avait pas l'air d'avoir très envie de répondre, et sa femme non plus d'ailleurs. Now, First Lady, you go to bed at 10 o'clock in the evening. Your husband comes to bed at 1 in the morning, but you have a ritual where he tucks you in at night? Absolutely. What is that? What happens? What happens? I'm telling you that. I'm thinking this might work for mine. I'm not telling you that. No, that's extra time we get with each other too, because we do a lot of tucking. So the girls are always, I'm ready to be tucked, I'm ready to be tucked. So he's got to come and tuck Sasha in, and Malia's away from tucking because she's usually the last one up doing homework. She's turning into a night owl like me. Voilà, ils répondent, mais enfin on a l'impression quand même qu'ils restent sur la réserve, ils n'ont pas si envie de répondre que ça. Une attitude qui contraste avec celle du couple Romney, invité lui aussi dans des talk shows. Et vous allez voir, l'ambiance était radicalement différente, même si ce n'était pas tout à fait la même émission, je précise. First question, what is your guilty pleasure? Oh, donuts for me. Peanut butter sandwiches and chocolate milk. Ah. This is for you. Does Mitt snore? On rare occasions. Rare occasions. Who hogs the blankets? Oh, I think no that question would be about me. that. That's Ann. And she takes a lot more blankets than I do. I mean, she has piled up on top of her. Cold. We're very cold. We're dainty women. Yeah. All right. And what does Mitt wear to bed? Really? I didn't write the question, man. I promise, I didn't write the question. Yes, he did. I think the best answer is as little as possible. That's a good answer. Voilà, elle est frileuse, mais il fait très chaud visiblement chez les Romney. C'est frappant quand même ce contraste de style entre le style du couple Obama, puis on voit ils se tiennent la main très sagement, et puis le couple Romney qui pourtant mise d'habitude, on penserait jouer beaucoup plus sur les valeurs de la famille, etc. Et puis qui paraît comme un couple de jeunes étudiants. Alors on va vous faire, oui, un petit mot, vous dites. Parce qu'il n'y a pas de stratégie chez Romney. Voilà, c'est-à-dire que chez Obama, il y a quelque chose, chez les Obama, parce que là il faut dire les Obama, il y a quelque chose de stratégique très lourd, qui est que vous avez une femme qui auparavant, avant l'élection, gagnait plus d'argent que lui, était plus successful, mais après une décision. La stratégie, c'est je me mets au service de ton ambition. Et donc, il y a du coup ensuite un couple où, on voit dans les réponses, elle est au service de leur couple, de leur famille et de leur ambition. Et ce qui est très différent de la discussion Romney et sa femme, qui est très du tac au tac, avec des réponses d'ailleurs qui peuvent être drôles, moins drôles, chacun jugera en fonction de ce qu'elle aime ou pas, mais on voit une stratégie de couple dans un cas, très efficace. Et dans l'autre cas, un couple. D'accord, d'accord. Donc la question, donc vous voyez pas de stratégie chez les Romney, ni stratégie de couple, ni stratégie de com. Alors on va voir, Denis Bertrand, qu'est-ce que vous pensez de l'image qui renvoie, puis on va vous faire réagir. Je trouve qu'il y a un effet qui vous paraît le plus sympa, même si on ne vote pas aux États-Unis. Je pense qu'il y a stratégie des deux côtés, mais ce qui est clair, c'est qu'elles sont très différentes et que la stratégie Obama est très sérieuse. Je veux dire, au fond, c'est comme s'il y avait un message à donner à travers ce fameux coucher du roi. Parce que dans les deux cas, c'est la même scène, c'est le coucher du roi. Exactement. Comment on dort comment on dort. D'où un effet de spontanéité, je trouve, beaucoup plus grand dans la construction des rôles, dans la stratégie chez les Romney, au risque d'un vide. Au risque d'un certain vide, de quelque chose. Quoique la réponse sur les vêtements de nuit, si j'ai bien compris, elle est très subtile. Quand il dit la plus brève possible, on ne sait pas si c'est la brièveté de la réponse ou la brièveté du vêtement qui est en jeu. Oui, il y a quand même un mot d'esprit de Romney qui n'est pas donc bon point, vous dites, dis-moi sur cet aspect-là, plutôt bon point, plus spontané, etc. Pour les Romney. Un petit mot, alors comment le public américain reçoit tout ça, selon vous, et que pensez-vous de ces deux stratégies? Le public, je ne peux pas parler. Vous n'êtes pas à l'emblème du public américain, bien sûr. Pour moi, quand j'ai regardé les deux clips, pour moi, j'avais l'impression que le couple Obama était plus sincère. Il y avait deux personnes qui parlaient de leur famille, qui ne va pas révéler les secrets, parce que comme vous et moi, on ne ferait pas dans un étranger, mais qui parlent de leur fille, le fait qu'ils font des différents trucs. Et avec les Romney, je trouvais ça un peu plus
Bon, c'était pas formaté, c'est pas parlé d'avance parce qu'ils ne connaissaient pas les questions, mais j'avais l'impression que c'était plus répété un petit peu. Enfin, il y a quand même, je crois, 2 stratégies très différentes. Déjà, il y a un couple qui est présidentiel. Donc il y a une stature présidentielle à tenir. Ils ne vont pas commencer à rigoler sur les couvertures, c'est toute la etc. question entre le Obama d'hier et le Obama d'aujourd'hui. Il ne peut plus être dans le même registre. Et inversement, la stratégie des Romney, c'est d'apparaître comme un couple normal. Alors que la stratégie des démocrates, c'est précisément de montrer qu'ils ne sont pas normaux, qu'ils sont richissimes, qu'ils ont un ascenseur pour mettre les voitures chez eux dans le parking. De montrer qui les Romney, voilà, c'est ça. L'enjeu, c'est les Romney sont-ils normaux ou pas? Et donc là, c'est un couple normal où on rigole, on ronfle, etc. Donc je crois qu'il y a une vraie stratégie de normalité. Chez Obama, on est passé à autre chose. Tout le monde sait qu'ils s'aiment, donc on approfondit un peu ça. Mais il y a une stature présidentielle. Toute la campagne, jusqu'à aujourd'hui, ça a été de dire « moi, je suis président, je ne suis pas candidat. Lui, il s'agite. » Et moi, je suis au-dessus de ça. Ça ne marche pas forcément, mais en tout cas, c'est la stratégie. On a vu depuis effectivement que ça ne marchait pas forcément, d'accord. Donc c'est la stratégie. Un dernier petit mot de Denis Bertrand. Oui, je pense que cette stratégie-là, elle s'exprime en effet par une distanciation beaucoup plus grande chez Obama, ils sont dans le récit, alors que les autres sont dans le théâtre, dans la scénette presque. Et donc ça produit un effet de distance et d'une certaine froideur même beaucoup plus importante chez Obama. Chez l'Obama, voilà, mais qui sont présidents, ils sont sur l'Olympe, vous parliez de l'Olympe tout à l'heure. Alors merci Denis Bertrand. Alors on va revenir un petit peu sur le style et la manière dont Mitt Romney essaye de se montrer homme normal. Alors il met beaucoup en avant sa femme, beaucoup en avant sa famille, notamment lors d'un reportage où il accueillait des caméras de télévision dans sa maison de vacances du New Hampshire. The Romney's summer home is a beautiful place set right on the shore of Lake Winnipesaukee. But the first thing we noticed was a sign next to the front door the boys gave their parents some years back. Bed and breakfast, Ann and Mitt Romney hosts. It's not quite hot enough, you see. Inside, they were making Mrs. Romney's trademark buttermilk pancakes. She prepares the batter, he cooks them. I know it's a little early, I'm just taking a look. I'm just going to do it anyway, see? Exactly. Honestly, is this the first time you've ever done this in your life? Everything in the house is a family affair. They designed the island in the kitchen with a hole in it so the grandchildren can join in. There's sometimes as many as 6 of them in there at one time, and they can work as well and make sandwiches or do whatever they can. And I stand here and I'm kind of the orchestra leader. You're kind of a short order cook, aren't you? Well, look at this. She had to make 2 different types of batter. Now, what do your grandkids call you? Papa. Your Papa. They call me Papa. Pancakes, Papa? They call me Papa. And Mrs. Romney? Is Mamie. For a while, for a blessed while, we were Ike and Mamie. As a joke. It was like a joke. You know, Ike and Mamie. Voilà, Ike and Mamie, référence pour ceux à qui ça aurait échappé à Eisenhower et sa femme Mamie. Alors par contre, plus évident pour tout le monde, c'est que c'est Mitt qui fait cuire les pancakes. Et en revanche, lorsqu'il s'agit de faire du jet ski, toujours de cette fameuse maison de vacances, eh bien c'est lui qui est assis sagement derrière sa femme, comme on le voit sur ces photos prises également donc dans leur lieu de vacances. Je l'ai dit, alors Thomas Negaroff, quand on préparait l'émission, vous me disiez que ces images, pourtant on imagine réfléchies, pensées par les Républicains, ne sont pas des images très favorables à Mitt Romney. Vous trouvez qu'elle, que ça, faire du jet ski derrière sa femme, faire cuire les pancakes, ça posait pas l'image, je sais pas, d'un candidat c'est là où on viril et crédible. C'est là où on est en face, je trouve, d'une contradiction. Quand on veut être un candidat parfait, il faut être à la fois normal, banal, classique, mais aussi, quand on est républicain en particulier, incarner une forme de force et de virilité. Et là, les 2 valeurs, je crois, s'opposent. C'est d'ailleurs amusant qu'il cite Ike, parce qu'on n'imagine pas Ike Eisenhower faire des pancakes ou être derrière son épouse pour quoi que ce soit, en tout cas pour une activité physique comme celle-ci. Et je trouve que c'est assez frappant. D'ailleurs, Newsweek, quelques semaines plus tard, a fait le même titre que pour George Bush en 88, The Wimp Factor, le facteur mauviette, parce qu'on considérait que le bon Mitt, il est sympathique, mais il est un peu faiblard. Or, les Républicains attendent, historiquement c'est à peu près toujours le cas, un candidat fort qui leur montre une voie claire pour l'Amérique, une Amérique puissante, etc. Je ne vais pas le refaire. Et lors de la convention, par exemple, des républicaines, on lui a beaucoup reproché de ne pas prononcer le mot guerre dans son discours. C'était la première fois qu'un républicain ne le faisait pas depuis 1952. Donc ça faisait extrêmement longtemps et on le considère un peu faible sur ces questions. D'accord. Et on voit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, toute sa campagne, elle revient là-dessus. Et au contraire, il montre les muscles. Après notamment l'affaire de Benghazi, après l'affaire du Caire, parce qu'il peut ainsi... Comment on se virilise? Soit en disant qu'on est fort, soit en disant que son adversaire est faible.
Et c'est ce qu'il est en train de faire. En féminisant Barack Obama, lui-même se virilise. Vous disiez un pas très viril, plus viril. Alors bon, ça tombe bien, il y a une femme qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Sylvie Laurent. Alors bonjour. Vous êtes aussi spécialiste des États-Unis, bien sûr, pas seulement femme. Que pensez-vous justement de ces images et de la manière dont il a mis en scène aussi sa femme, beaucoup mis en scène sa femme qui aussi a eu, faut le rappeler, un cancer du sein, plusieurs enfants, beaucoup de petits-enfants. Enfin, c'est un peu la mère courage visiblement des républicains. Que pensez-vous de ces images ? Elles sont intéressantes parce qu'elles correspondent très exactement à la stratégie de Mitt Romney. La première stratégie, on est au milieu d'une campagne désastreuse pour lui, c'est de faire oublier qu'il est richissime. Il a une fortune personnelle qui est supérieure à celle des 7 présidents qui ont précédé. Ceci dit, il y a quelque chose d'intéressant dans la voix off. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est passé, c'est très subreptice, où on dit « ils ont dessiné la cuisine et la table ». Et à ce genre de petits détails, on voit quand même qu'on n'a pas affaire à la famille standard, parce qu'on dessine sa propre cuisine et on décide cette espèce de grande table. Donc il y a quand même quelque chose qui passe. Non pour le fait de mettre sa femme en avant, c'est très bassement électoral. Mitt Romney doit conquérir les femmes. C'est un de ses points faibles. On sait qu'il aura la majorité du vote blanc, mais même dans le vote blanc, les femmes ne sont pas son point fort. Donc mettre en avant une femme forte, la stature matriarcale, montrer qu'il n'est pas du tout machiste et que voilà, même tout ce s'il qu'on est derrière entend... sur le jet ski, c'est pas grave. Non, au contraire, ça donne plutôt, par rapport à l'image du grand patron un peu castrateur, c'est plutôt bien. Un petit mot là-dessus. Premièrement, Fox News, il est chez lui. Soutien oui, 100%. Deuxièmement, le mot exact qu'ils disent pour les dessins, c'est le island. Et tout d'un coup, je me dis, attendez, il habite sur une île, lui? Ah bah tiens, oui, il est richissime, bah pourquoi pas? Et il parlait de le petit comptoir. Et troisième chose que je trouvais intéressant, bon, ça a échappé sans doute 99% des gens qui regardaient, mais la référence d'Eisenhower, c'est véritablement le conflit au sein du Parti républicain aujourd'hui. Tradition, Eisenhower, social, dépenses, pour des politiques anti-impôts, mais quand même avec une dépense sociale, qui était le règle jusqu'au Nixon, qui a dépensé beaucoup socialement, malgré d'être escroc politiquement. Et puis aujourd'hui, le départ complet avec l'aile le plus puissante aujourd'hui, ou plus influent, de droite, qui va vers l'extrême droite et qui veut, mais plus entendre parler de cette tradition-là. C'est presque coco là. Ah, donc quand il fait ça, il se met dans la tradition finalement plus modérée, et donc sa femme dit c'est une blague, on ne sait pas si la blague c'est... Voilà, on sait pas où est la blague. Sans doute, ils n'avaient aucune intention de passer un message politique ou subliminal là-dedans, mais c'est intéressant que même quand il parle de sa propre famille, la référence est quelque chose qui lui remet devant le conflit. C'est qu'elle dit, Anne, elle dit, mais aujourd'hui on ne nous appelle plus comme ça. Ouais. Et c'est ce parcours politique à Mitt Romney, flip-flop, qui passe d'un à l'autre et d'une référence à l'autre, c'est intéressant. Exactement. Alors, bon, on va en revenir maintenant à la stratégie de Barack Obama. On a vu celle auquel a été confronté à un moment donné Mitt Romney. Alors, Barack Obama, lui, il a fait un choix assez clair. Ça s'est vu dès le début de sa campagne, lors de la convention démocrate pour son investiture. Premier point qu'il expliquait, le Barack d'aujourd'hui n'est pas le Barack d'hier, et le Barack d'aujourd'hui, visiblement, n'a pas très envie de parler de son bilan. On écoute un extrait. Now, the first time I addressed this convention in 2004, I was a younger man. A Senate candidate from Illinois who spoke about hope. Not blind optimism, not wishful thinking, but hope in the face of difficulty. Hope in the face of uncertainty. That dogged faith in the future which has pushed this nation forward, even when the odds are great. Even when the road is long. 8 years later, that hope has been tested by the cost of war, by one of the worst economic crises in history. Now, I won't pretend the path I'm offering is quick or easy. I never have. You didn't elect me to tell you what you wanted to hear. You elected me to tell you the truth. And the truth is, it will take more than a few years for us to solve challenges that have built up over decades. It'll require common effort and shared responsibility and the kind of bold, persistent experimentation that Franklin Roosevelt pursued during the only crisis worse than this one. And by the way, those of us who carry on
his party's legacy should remember that not every problem can be remedied with another government program or dictate from Washington. But know this, America, our problems can be solved. Our challenges can be met. The path we offer may be harder, but it leads to a better place, and I'm asking you to choose that future. Oui, on disait pendant l'extrait, c'est vrai qu'il a une carrière assez fulgurante, hein, puisque la première fois qu'il parle, c'est qu'il démarre dans la vie politique il y a 8 ans. Bon, ça c'est pour son parcours, qui rappelle brièvement. Ce qui avait beaucoup frappé, c'est qu'il parle effectivement très peu de son bilan, il parle beaucoup du futur. Et alors vraiment, ça va être dur, ça va être difficile, un langage de vérité. Hein, je ne dis pas que ce sera facile. Enfin, on voit bien l'axe de communication qu'il a choisi. Ça vous semble finalement, avec un peu de recul, là c'était au mois d'août, un bon axe ou finalement grosse erreur de sa part? N'oublions jamais que ça a été un axe remarquable jusqu'à il y a quelques jours, jusqu'au débat. Ouais. Et si on parlera du débat à un moment, on verra que le débat n'est absolument pas fatal. D'abord, il ne l'a pas été dans les sondages, et surtout la façon dont il a perdu offre un rebond. Mais si on reste un peu sur cette période, le mot fondamental dans ce qu'on a entendu, c'est tchouf. Et il va tout bâtir autour de Tchouf. Vous avez la Trouf Team, vous avez les comptes Twitter qui sont sur Trouf, où son débat va être du jujitsu, c'est-à-dire va être de jouer sur les déséquilibres de l'adversaire. Il pense qu'il a un parti en face de lui qui est faible, qu'il y a une coalition entre un type qui est grosso modo un François Bayrou français attelé à un Madelin français, donc que cette histoire, ça peut pas marcher, et que ces gens-là mentent. Et donc, ce qu'il va faire, c'est essayer de constamment mettre en abîme ce qu'il juge être les mensonges d'en face, l'impréparation d'en face, les gaffes d'en face, et donc il va y aller tout doucement, tout doucement. Oui, mais là, ce qui est frappant, c'est les mots. Enfin, c'est vrai d'ailleurs, ça fait un peu penser, je sais pas, c'est vous qui avez suivi aussi la campagne française, à Nicolas Sarkozy. Enfin, au choix, c'est le sortant. Il parle pas de son bilan, et puis il joue la posture du courage en disant, voilà, ça va être dur, ça va pas être facile. D'abord, deux commentaires. D'abord, il l'avait déjà dit en 2008, le 2 novembre à Grant Park à Chicago. Il dit, il faudra plusieurs années, peut-être même plus d'un mandat pour y arriver. Donc il a pris personne en traître. Mais effectivement, dans le regard des autres, il y avait la dimension Superman qui est très dangereuse. Herbert Hoover a été balayé par ça, par exemple. La dimension Superman, c'est quoi? Après le complexe de la mauviette, on découvre la dimension Superman, c'est quoi? C'est le côté, ça va être dur et je vous propose un chemin. Au contraire, on avait considéré il y a 4 ans à tort qu'il pouvait tout faire. Et même lui avait senti que c'était risqué pour lui d'être considéré par les autres comme un Superman. Et donc il avait mis beaucoup de garde-fous. Et il continue à les mettre aujourd'hui. Mais le problème, c'est un symbole plus qu'un homme politique. Voilà. D'accord. Un petit mot sur cette stratégie-là de campagne? Oui, il y a deux choses. Je suis tout à fait d'accord sur l'insistance du mot vérité, truth. On sait que parmi les facteurs essentiels du choix d'un candidat, il y a l'idée de la confiance. Dans lequel est-ce que vous avez confiance? Or, le passif de Barack Obama est assez lourd, puisque son bilan sur l'économie est très décevant. Donc la seule chose qu'il a encore, c'est qu'il est plus sympathique. On peut davantage lui faire confiance, ne serait-ce que parce qu'il dit la vérité. Et par ailleurs, ce qu'il veut faire, c'est rompre justement avec cette parole messianique qu'il avait lors de sa première élection, où il parlait de changement, il parlait quelque chose qui allait profondément remettre l'Amérique sans dessus-dessous. Et il sait très bien que s'il veut garder ce capital de confiance que les Américains lui portent, il ne peut pas redire la même chose. Donc sa stratégie, c'est de dire que il est devenu raisonnable face aux aspérités des réalités économiques. Et qu'il l'a toujours été, puisqu'il dit « j'ai toujours dit la vérité ». Voilà, et que lui, on peut lui faire confiance face à un Mitt Romney qui est prisonnier d'une posture droitière qui n'est pas la sienne et qui en effet passe son temps à changer d'avis et à changer de position, alors qu'on sait qu'il est tout à fait middle of the road et que c'est un républicain du Massachusetts qui joue la comédie. Donc lui pose la vérité par opposition à l'autre qui n'est pas digne de la confiance du peuple. Vous avez dit il est plus sympathique tout à l'heure que Mitt Romney. En même temps, on le voit là et on le voit depuis le début de l'émission. Finalement, dans cette campagne, il n'a pas une image particulièrement sympathique. Il n'a pas du tout joué sur cette corde-là. Non, je crois que quand Nicolas Sarkozy a lui traité de poisson froide, il avait raison. Enfin, c'est pas né. De quoi il a traité? Du poisson froid. Ah, de poisson froid, pardon. Et c'était, je crois que c'était censé, quand il a dit, d'être un peu une insulte. Mais en fait, c'est un constat véridique. Barack Obama n'est pas particulièrement chaleureux, il n'est pas particulièrement animé, et plutôt un homme privé, quand on a vu quand il a parlé de sa famille pendant le talk show. Et je crois justement, là, il est en train, comme vous venez de dire, de corriger le tir de 2008, de dire yes we can, oui on peut, mais bon, ça va être plus difficile que prévu parce qu'il y a beaucoup d'opposition et puis peut-être on peut pas, mais on va essayer quand même. Donc ça c'est la vérité. Par contre, juste pour faire une petite bémol sur ce passage-là, si
Romney était un peu piégé par la référence de Eisenhower. Oui, c'est Roosevelt. Obama, c'est Roosevelt aussi, parce qu'il n'y a rien à voir avec Roosevelt. Beaucoup de monde a lu, dans cette élan d'espoir, a lu Obama pour faire une New Deal pour notre siècle. Et il y avait rien de ça qui suivait. Et à mon avis, l'enjeu de cette élection, c'est non seulement les centristes qui vont choisir entre ces deux candidats, mais surtout les gens plutôt à gauche qui ont vu depuis 4 ans que leur rêve n'était pas réalisé, qui disent « Ah oui, vous avez raison, vous n'êtes pas un Roosevelt bis ». Alors, l'axe de communication d'Obama et de ses équipes, ça a beaucoup été aussi, on l'a déjà dit, attaquer Mitt Romney sur la question de l'argent. Mitt Romney est riche, alors ça a été décliné dans les campagnes, les spots, les discours des candidats. On commence par un petit extrait, je ne sais pas si vous vous souvenez des McCain Girls et des Obama Girls de 2008. Et bien cette année, il y a la Romney Girl, une fille qui a l'air d'aimer beaucoup l'argent, une fille un brin matérialiste. He's a boss millionaire with accounts everywhere. Won't disclose all the dough that he's banking. You can't see and agrees. We hate transparency. If you knew, we'd be screwed spanky spanky. He is rich, you are poor. If he wins, you're uninsured. I'm a Romney girl in a Romney world. Life is taxless, it's fantastic. Silver tip your hair, tax shelters everywhere. Outsourced nation, vain is his creation. I'm Mitt Romney, let's go party.